En Chine, dans la résidence d'été de Mao Zedong, l'atmosphère est morose. Mao vient d'apprendre que les forces de l'ONU s'apprêtent à envahir la Corée du Nord et pourraient menacer la Chine. Il demande à l'Inde, pays neutre, d'agir comme messager auprès du bloc occidental. Il les avertit que toute attaque contre la Corée du Nord sera perçue comme une attaque contre la Chine. Encore galvanisé par le débarquement d'Incheon, le gouvernement américain se sent invulnérable. Le président et son secrétaire d'État ne tiennent pas compte des avertissements de la Chine. Comme l'explique l'historien Bin Yu. Ils ont tout bonnement cru que les Chinois cherchaient à les bluffer, qu'il s'agissait d'un coup de propagande. Les ambassadeurs indiens étaient pro-communistes. Les Américains ne leur ont donc accordé aucun crédit. Washington n'a donc pas pris cet avertissement en compte alors qu'il était on ne peut plus sérieux. Début octobre, les forces américaines avancent en tenaille à travers les montagnes, en direction du fleuve Yalu à la frontière chinoise. L'armée chinoise entre alors secrètement en Corée durant la nuit et traverse le fleuve Yalu sur des ponts spéciaux construits juste en dessous de la surface de l'eau. Afin de minimiser leur intervention, les autorités chinoises font passer ces soldats pour des volontaires. Tandis que l'armée chinoise se déploie, le ministre des Affaires étrangères Chou En-lai est envoyé à Moscou pour s'assurer du soutien des Soviétiques et surtout de leur aide aérienne essentielle pour rivaliser avec l'aviation américaine. Joseph Staline l'accueille en camarade, mais se montre assez avare de promesses. Staline n'a aucune envie de défier les États-Unis. Il offre des armes à la Chine, mais pas le moindre soutien aérien. Mao était sous le choc. Le 12 octobre, dès qu'il reçoit le télégramme de Moscou, il demande à ses troupes de cesser leur traversée du fleuve Yalu. Mais Mao en vient finalement à la conclusion que s'il ne combat pas les États-Unis en Corée, ces derniers envahiront la Chine tôt ou tard pour mettre fin à la révolution chinoise. Il décide donc de poursuivre la bataille avec ou sans soutien aérien. Le 24 novembre 1950, le général MacArthur va lui-même en reconnaissance en Corée du Nord et le long du fleuve Yalu. Il repart totalement rassuré. MacArthur ne voit aucun des 375 000 soldats de l'armée chinoise qui se sont cachés dans les montagnes. Il se hasarde à prédire que la guerre sera finie avant Noël. Désormais, les Chinois savent qu'ils peuvent compter sur l'effet de surprise. D'autant plus que Mao n'a rien changé à ses habitudes. Et il ne se passe pas un samedi sans qu'il aille danser à Beijing. Le mardi 27 novembre, il fait moins 23. Les forces chinoises et nord-coréennes lancent leur attaque. L'assaut est si soudain et massif que les troupes des Nations Unies et de l'armée américaine, paniquées, battent immédiatement en retraite. Pour mettre fin à la guerre et envisager un grand traité, Mao devait absolument venir à bout des Américains. Dans le froid glacial et sous la neige, les Américains ramassent leurs cadavres. L'état-major ordonne un repli massif. Les historiens américains sont réalistes et parlent de la retraite la plus importante et la plus humiliante de l'histoire des États-Unis. Ce drame ébranle l'état-major américain. Mais MacArthur, imperturbable, poursuit le combat. Maintenant que la Chine est engagée dans la guerre, il déclare que les États-Unis n'ont plus d'autre choix que d'abattre leur dernière carte,
la bombe atomique. J'étais persuadé qu'en utilisant toute notre puissance militaire, sans restriction, ce n'est pas seulement la Corée que j'allais sauver, mais que j'allais infliger une écrasante défaite à l'armée communiste chinoise, au point qu'elle cesserait d'être une menace pour la paix en Asie, pour des générations à venir. Le président Truman, l'homme qui a donné l'ordre de lancer des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki 5 ans auparavant, est bien conscient des conséquences de cette nouvelle décision et ne veut pas être celui dont l'histoire dira « il a récidivé ». Il sait également que les Soviétiques sont eux aussi en possession de la bombe et redoutent leurs représailles éventuelles. Il refuse donc de donner le feu vert au général MacArthur. Mais MacArthur et plusieurs leaders américains persistent à croire que la bombe serait la seule issue contre ce qu'un autre général appellera les hordes asiatiques. Le premier acte de la guerre venait de s'achever, mais de grandes batailles plus sanglantes que Gettysburg, que le débarquement en Normandie et que la bataille de Stalingrad étaient encore à venir. Le bruit des canons signifiera également la chute du général MacArthur. À la fin de l'automne 1950, les États-Unis commencent à rapatrier leurs premiers soldats de Corée. In addition to the United States, 15 other United Nations have already sent 35,000 troops to Korea, and more are on the way. Dès qu'ils mettent le pied sur le sol coréen, les régiments des Nations Unies sont envoyés au front combattre l'armée chinoise. C'est ainsi que les États-Unis entendent gagner la guerre, par un apport massif de matériel sur le front et en profitant de leurs forces militaires écrasantes. En avril 1951, les Américains ont fait reculer les Chinois et se préparent à franchir à nouveau le 38e parallèle. Le moment est décisif. Le président Harry Truman et les Alliés veulent désormais mettre un terme à cette guerre et négocier la fixation de la frontière au 38e parallèle, à l'endroit où elle était avant le début du conflit. Mais le général MacArthur résiste. Il dit qu'en temps de guerre, il n'y a rien comme la victoire et que son objectif est toujours d'écraser la Chine. Lorsque MacArthur condamne publiquement la stratégie de Truman dans une lettre adressée à un membre du Congrès américain, le président est furieux. Il écrit dans son journal intime « Là, c'est le comble. Insubordination flagrante. J'en viens à penser que notre grand général doit être rappelé d'Extrême-Orient. » Pour Truman, ce problème a une réponse constitutionnelle. C'est aux généraux d'obéir aux élus, et non l'inverse. Au milieu de la nuit, à la Maison-Blanche, le président fait savoir au général MacArthur qu'il est limogé. I have therefore considered it essential to relieve General MacArthur so that there would be no doubt or confusion as to the real purpose and aim of our policy. MacArthur était presque devenu un dieu en Asie. Son renvoi était une leçon de démocratie dans la région. Par contre, cela n'a fait que fouetter l'ardeur de l'ennemi communiste. Quelques jours après le départ de MacArthur, les Chinois rejettent la proposition de paix du président Truman et lancent une nouvelle attaque massive. Cette attaque gigantesque déploie 750 000 soldats chinois contre les 340 000 soldats des Nations Unies. C'est l'une des plus grandes batailles jamais menées. La stratégie chinoise consiste à encercler et tuer, mais en aucun cas à attaquer les places fortes qu'ils rencontrent sur leur chemin. Les États-Unis commencent alors à pilonner les lignes chinoises et nord-coréennes avec leurs avions et le plus grand barrage d'artillerie de leur histoire.
First, the air burns in close support. Scorching the place with napalm. Pour survivre à ces bombardements incessants, l'armée chinoise décide de creuser de profonds souterrains. Le long du 38e parallèle, ils construisent une ligne de défense qu'ils présentent comme la nouvelle muraille souterraine de Chine. Lorsque les troupes américaines n'arrivent pas à débusquer l'ennemi à coups de grenade, elles attaquent les tunnels aux lance-flammes. Des milliers de soldats chinois sont piégés dans des tunnels effondrés, sans rien à boire ni à manger. Mais la plupart trouveront le moyen de survivre. Il était très difficile de sortir de ces tunnels. Parfois, les issues avaient été bombardées. Il fallait en creuser de nouvelles. C'était vraiment très dur. Le plus important épisode de cette guerre est lancé en août 1951. L'opération Étranglement avait pour but de couper les lignes de ravitaillement des communistes pour les affamer et les forcer à se rendre. En 250 jours, les pilotes des forces aériennes et de la US Navy effectuent 90 000 missions. Ils utilisent des obus explosifs, du napalm, des bombes à fragmentation et des roquettes. Tous les ponts coréens de plus de 20 mètres ont été bombardés. Dès qu'ils étaient réparés, l'ennemi les bombardait à nouveau. Les Américains larguaient aussi des mines qui explosaient sous les pneus des camions. Plus de 34 000 camions sont détruits. Un conducteur de l'armée chinoise sur 5 est tué sur les routes. Si la campagne aérienne massive contre la Corée du Nord n'arrive pas à freiner l'approvisionnement en armes et en munitions, elle coupe tout de même presque complètement l'acheminement des vivres. Les communistes reçoivent moins de 40% de ce qui leur est nécessaire pour survivre. La famine provoque des carences qui affectent la vision nocturne des soldats. Une calamité pour une armée qui ne combat que la nuit. La plupart des hommes ne voyaient plus rien la nuit, ce qui a considérablement affaibli les soldats de l'armée chinoise. À demi aveugles, affamés, les soldats chinois parviennent malgré tout, 8 mois après le début de l'opération Étranglement, à trouver de nouveaux moyens de s'attaquer aux forces des Nations Unies. De part et d'autre du No Man's Land, la guerre inachevée se terminera soit par une réconciliation entre le Nord et le Sud, soit par le rugissement des chars et des missiles.